va peut-être vous en glisser un mot à l'échelle canadienne, peut-être glisser un mot au cours de cette conférence. Alors voilà, merci beaucoup, Pierre-Marcel est avec nous aujourd'hui, et la parole est à toi. Merci beaucoup, Marc Urbain. Peut-être quelques petits points avant de débuter la présentation. Entre autres, hier, il y a eu le débat par rapport à la formation à distance. Puis c'était ironique parce que pendant qu'on était en train de débattre, j'avais des étudiants qui étaient en examen. Je ne sais pas où, parce que c'était un examen web. Ils avaient une fenêtre de 24 heures pour faire leur examen, mais juste pour illustrer ce que ça veut dire. Je vais parler de développement en milieu rural. Mais une des embûches, un des défis des milieux ruraux, c'est la notion de distance. Or, juste pour illustrer ce que ça veut dire, il y a quelques années, il y a eu 2 événements qui ont influencé mon enseignement d'un cours web. À un moment donné, j'ai eu un courriel d'une étudiante qui suivait mon cours. Elle était à Ouaga, au Burkina. Et elle me dit, puis juste pour vous mettre dans le contexte, dans tous mes cours, il y a un examen en classe supervisée. Ce n'est pas tous des examens web. Il y a un examen en classe supervisée. Or, la journée où elle devait aller faire son examen en classe supervisée à Ouaga, c'est avec les gens de l'Université de l'éducation permanente que c'est orchestré. Elle m'envoie un courriel et elle dit « On brûle le palais présidentiel, c'est à 600 mètres de chez nous, est-ce que je peux remettre mon examen? » Et un autre événement malheureux, ceux qui se rappellent, Moncton a été la scène d'une tuerie où il y a 3 agents de la GRC qui ont été assassinés. Encore le même contexte. Et là, pourtant, c'est Moncton. C'est à quelques kilomètres de l'université où une étudiante demeurait. Et encore une fois, elle a envoyé un courriel. Et elle, c'était le périmètre de sécurité. Le tueur n'avait pas encore été appréhendé. Et elle m'a demandé, est-ce que je peux remettre l'examen plus tard? Je ne peux pas me rendre. Ce que je veux illustrer par ceci, c'est que cette technologie-là fait en sorte que la distance ne veut plus dire ce qu'elle voulait dire autrefois. Deuxième élément, pour avoir enseigné ces cours-là, quand j'ai commencé, c'était par vidéoconférence. Là, c'est devenu web avec seulement... Normalement, quand j'enseigne, il y a une session synchro. Ceux qui connaissent Adobe Connect, on a une session Adobe Connect au tout début du semestre. Et j'insiste pour en avoir une à peu près 1 semaine à 10 jours avant chaque évaluation, chaque examen. Mais à part ça, ce sont les étudiants qui, à leur rythme, vont télécharger toute l'information et qui suivent la formation. J'ai enregistré les modules, etc. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a plusieurs qui vont s'inscrire et ça ne fonctionne pas. Moi, comme enseignant, la plus grosse lacune, c'est quand j'enseigne, je regarde les yeux. Et en voyant les yeux, on réalise si les gens ont compris ou n'ont pas compris. Or, lorsque j'enregistre, je ne peux pas savoir si les gens ont compris ou pas. Je ne peux pas répéter. Donc, pour moi, c'est la plus grosse frustration. Mais d'un autre côté, il y a une clientèle qui, elle, sait ce qu'elle recherche. Ce sont des gens, souvent, qui sont sur le marché du travail, des gens qui cherchent une flexibilité. Et avec ces cours web-là, quelqu'un qui travaille et qui voyage beaucoup peut faire, selon son horaire, cette formation-là. Moi, je ne vois pas ça comme une concurrence directe avec ce qui se fait en classe. Je vois ça comme un complément. Et c'est dans cette optique-là que pourquoi moi j'ai embrassé cette nouvelle approche. Et je vais vous parler des défis démographiques d'une université comme la mienne. Si on n'embarque pas sur ce train, on va rater le bateau. Parce que nos étudiants vont aller suivre la formation, c'est peut-être même pas des universités, mais aux États-Unis, en anglais, etc. Donc, pour moi, c'est un incontournable. Donc, je ne voulais pas parler hier parce que je savais que j'avais l'occasion aujourd'hui d'en reparler, mais c'est tout simplement ce point-là. Ce que je vais faire, et je ne sais pas si vous avez déjà eu accès à ma présentation. Je vais aller beaucoup plus rapidement, même très rapidement sur la première partie parce que j'ai constaté que hier, la présentation de Marc Urbain, puis le panel ont beaucoup soulevé les éléments qui étaient dans cette première partie-là, mais je vais quand même parler de l'étude, juste pour fin de référence si vous souhaitez approfondir la question.
là où je vais mettre plus l'emphase, c'est au point 2 et 3. L'apport des universités, une perspective rurale. Et encore, moi, Marc Urbain et moi, on a collaboré à plusieurs études. Ce qui m'intéresse, la raison pourquoi j'ai décidé de devenir économiste en m'intéressant aux questions régionales, j'ai aucune difficulté, même je vais encourager les gens qui veulent parcourir le monde, qui veulent déménager, qui veulent migrer. Mais là où j'ai un problème, c'est quand quelqu'un souhaiterait rester dans sa communauté ou rester dans une communauté, mais par manque d'emploi, par manque d'opportunités, cette personne-là ne peut pas le faire. Donc, ce qui me motive, c'est voir comment on peut améliorer les choses pour faire en sorte que des communautés plus isolées, plus rurales, plus périphériques puissent, puis là, on pourra en discuter, mais pas nécessairement connaître une performance économique équivalente des très, très grands centres, mais que les gens puissent y faire ce que je vais appeler une belle vie. Donc, ce que je veux illustrer, c'est que l'apport des universités en milieu rural, puis là, on pourrait débattre de qu'est-ce qui est rural, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que Moncton, à maints égards, n'est pas nécessairement rural, mais c'est quand même pas une métropole. Mais ce rôle des universités-là est très différent qu'on va retrouver dans les très, très, très grandes villes. Et finalement, et c'est Marc Urbain qui m'avait suggéré, lorsqu'on s'est rencontrés en novembre ici pour préparer un peu le programme, de parler du cas de Moncton. Ça ne sera pas exclusivement lié aux universités. Mais vous allez voir que Moncton est un exemple que malgré des perspectives assez sombres, si certaines caractéristiques sont présentes et certaines actions sont prises, il y a possibilité d'améliorer les choses. Donc, pour ce qui est de l'étude de l'OCDE, je vais tout simplement faire référence à cette étude-là pour les personnes qui seraient intéressées. Ça a été publié en 2007, 14 régions dans 12 pays, et voici les régions. Moi, j'ai participé à l'étude préparatoire pour le Canada Atlantique, mais c'est tout simplement une étude, et ce n'est pas seulement pour les universités, ce sont pour les établissements d'éducation supérieure. Et ma présentation va être axée sur le concept d'établissement d'éducation supérieure, parce que je ne pense pas que les universités ont le monopole sur l'apport au niveau après, disons, les écoles pour contribuer au développement des communautés. Et donc, il y a eu des études de fait pour chacune de ces régions-là. Et par la suite, on a eu l'étude globale qui a fait ressortir les grandes conclusions. J'en ai présenté plusieurs au niveau de mes acétates, mais comme ce serait une répétition à plusieurs niveaux avec ce qui a été fait, je vais sauter cette section-là de ma présentation. Mais encore une fois, ceux qui ne trouveraient pas la référence, vous pouvez toujours me contacter. Mais j'ai l'étude, je pourrais vous partager, parce que ça, légalement, il n'y a pas de problème, l'étude du Canada Atlantique. Mais l'étude de l'OCDE, c'est dans les publications de l'OCDE que vous pourriez la trouver. Et on fait ressortir les grands traits, les grandes conclusions basées sur les 14 études de cas sur l'apport des établissements d'enseignement supérieur au développement régional. Bon, ce qui amène l'apport des universités dans un milieu rural. Moi, encore une fois, si vous regardez la tendance récente, et c'est un peu ça ma porte d'entrée avec cette problématique-là, il y a une tendance lourde qui est en train de s'opérer. Et on a une transition vers, puis on peut l'appeler différentes choses, une économie du savoir, la nouvelle économie. Mais ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, on a une économie qui est basée sur la connaissance. Et ça peut aller dans des secteurs très traditionnels. Chez nous, le secteur de la pêche est très important. Mais montez à bord d'un bateau et vous allez voir la technologie. Vous allez voir les sonars, vous allez voir les GPS, vous allez voir une multitude d'outils technologiques pour faire en sorte que le pêcheur soit beaucoup plus productif au niveau de son effort de pêche. Allez en forêt, allez dans une scierie et vous allez voir des lasers utilisés pour scier les parties des bio les plus
rentable, donc on va maximiser cette coupe-là. Aller dans une usine, il y a une des plus grosses usines de sardines au monde, c'est au Nouveau-Brunswick. On utilise encore une fois la technologie pour s'assurer du contrôle de qualité au niveau des cannes de sardines. Ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle économie-là n'est pas seulement axée sur des nouvelles activités. On les retrouve également dans les secteurs traditionnels. N'empêche que la concentration de l'augmentation de l'emploi qui fait appel à ces connaissances-là, c'est au niveau des très grands centres urbains qu'on les retrouve. À l'échelle canadienne, ces très grands centres urbains-là, on les connaît à l'échelle nord-américaine, à l'échelle européenne. Donc, au fond, ça accélère une tendance lourde qu'on connaît depuis la révolution industrielle vers une plus grande urbanisation. Face à cette donnée-là, moi, la question que je me pose, c'est, encore une fois, pour permettre aux communautés plus rurales de tirer leur épingle du jeu dans cette nouvelle économie. Est-ce que les établissements d'enseignement supérieur peuvent jouer un rôle? Est-ce qu'ils peuvent compenser? Parce que pourquoi ça se concentre au niveau des centres urbains? Une des choses, c'est les économies d'agglomération. Puis là, encore là, je ne suis pas certain exactement ce que Marc Urbain a présenté, mais moi, une chose qui m'avait marqué, c'est pourquoi Silicon Valley? Pourquoi on a cette concentration-là? Puis souvent, c'est des petites entreprises, ce n'est pas toutes des entreprises d'une très grande taille. Mais on avait des gens qui, après le travail, allaient prendre un verre ensemble ou allaient voir leurs enfants jouer à un sport. Et pendant qu'on regardait la partie, on disait, toi au boulot, comment ça a été aujourd'hui? Ah, moi, j'ai un problème. Voici mon problème. Et l'information circulait. Et à un moment donné, quelqu'un qui pouvait être dans une autre entreprise ou qui pouvait être à l'université, peu importe, mais on trouvait des pistes de solutions. L'idée, c'est que la proximité accentue les échanges d'informations. Donc, la concentration de ces activités-là génère un bénéfice supplémentaire, d'où le principe d'urbanisation. Or, ces économies d'agglomération-là, ces avantages de proximité, est-ce que l'université peut au moins partiellement compenser la faiblesse pour les milieux ruraux? Donc, c'est une des idées sur lesquelles je tente d'amener certains éléments de réponse. Au niveau des formes de contribution, il y en a une multitude, mais juste pour donner une idée, Goldstein, Mayer et Luger, 1995, en identifient 8 au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Création de connaissances. Création, et je sais que le terme parfois n'est pas nécessairement le meilleur, mais de capital humain. Transfert de connaissances existantes. On n'a pas besoin de toujours réinventer la roue. Innovation technologique. Investissement. Lorsqu'on construit un nouvel édifice, bien, il y a des plombiers, puis il y a des charpentiers, puis il y a des électriciens qui vont être embauchés. Leadership régional. Les gens qui travaillent au sein de ces établissements-là ont également une vie à l'extérieur de ces murs-là. Et dans cette vie-là, ça peut être, sous différentes formes, une contribution aux communautés. Certains vont créer des entreprises, d'autres vont être des bénévoles, d'autres vont être des leaders au niveau municipal. Production d'infrastructures du savoir. On parle des centres de recherche, on parle de différentes formes. Et l'influence globale sur le milieu régional. Je veux en faire ressortir quelques-uns, encore une fois, dans cette optique-là, dans cette perspective d'illustrer les particularités de ces établissements-là pour les milieux plus ruraux. Premièrement, la démographie. C'est une tendance lourde. Il y a très peu de régions plus rurales. Puis encore une fois, je ne vais pas m'attarder à définir ce qui est rural. Il y a une multitude de définitions. Mais ce qu'on constate, c'est
plus on s'éloigne des grands centres urbains, plus les régions ont des défis démographiques. Puis même, des fois, près des grands centres urbains, ces défis-là existent. Est-ce que la présence d'un tel établissement peut aider à, idéalement, renverser la tendance, mais au moins à influencer cette tendance au niveau du défi démographique? Puis le défi démographique, au fond, il est à 3 niveaux. Chez nous, au Nouveau-Brunswick, on a à peu près la province, puis je dis à peu près parce qu'avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, on a des statistiques qui sont essentiellement les mêmes, mais la moyenne d'âge la plus âgée, la plus élevée. On a une population vieillissante. Et tout le monde veut vieillir en santé, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. On veut vivre le plus longtemps possible. Et ça, en soi, c'est absolument merveilleux. Mais c'est une réalité qui fait en sorte que, autant pour les gouvernements que pour même le secteur privé, on vend moins de couches, on vend plus d'autres choses. C'est un changement. C'est moins les garderies, puis c'est plus les foyers de soins qui sont à la mode. Au niveau des soins de santé, ce n'est pas parce que les gens vivent plus vieux qu'on a plus de demandes pour les soins de santé. Ce n'est pas parce que l'espérance de vie va passer de 75 à 85 que ça va avoir un impact plus élevé sur les dépenses publiques. C'est parce que le pourcentage de la population qui sont dans ces créneaux d'âge-là augmente. Là, ça va amener plus de demandes pour les services publics, services de santé en particulier. Or, c'est un défi. Et dans des communautés où on a ce vieillissement de la population-là, des communautés rurales, il y a un autre impact. L'impact au niveau du marché du travail. Est-ce qu'on a la masse critique pour les entreprises? Est-ce qu'on a la masse critique pour certains services du secteur privé, autant que pour le secteur public? Et c'est pour ça que chez nous, au Nouveau-Brunswick, on commence à, depuis plusieurs années, à faire face à des fermetures d'écoles, des fermetures d'églises, des fermetures de cases populaires. Lorsque la masse critique n'est plus là, c'est un constat auquel on fait face. Donc, défi démographique. Deuxième, donc, population vieillissante en moyenne, mais ça veut dire moins de jeunes. Et encore là, la dynamique d'une communauté qui a moins de jeunes est très différente d'une communauté qui a beaucoup de jeunes. Troisième élément, c'est la migration. La migration, encore une fois, moi j'encouragerais quiconque à aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense que nous devons être citoyens et citoyennes du monde. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient revenir dans sa propre communauté, ou y rester et voyager, ou peu importe. Mais comment est-ce qu'on fait pour offrir des opportunités aux gens qui souhaiteraient rester? Donc, ce défi démographique-là, c'est important. Et les études démontrent que les jeunes, lorsque les études sont terminées, ont tendance à s'installer dans la région où ils et elles ont étudié. Puis il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Souvent, des études, ça peut être 4, mais si on fait des changements en cours de route, ça peut être, chez nous, le bac est de 4 ans. Donc, ça peut être un peu plus. Si on fait des études de maîtrise, peu importe. On développe des réseaux. On peut trouver conjoint. Et si une personne vient d'une région, l'autre vient de l'autre, bien, le compromis, c'est peut-être où on est. Tout ça pour dire qu'il y a une propension à s'installer où on a étudié. Donc, la présence de ces institutions-là a effectivement un impact. Et si vous regardez les statistiques démographiques, quand il y a, dans un milieu très rural, une université,
on voit que la moyenne d'âge est plus basse. Et c'est tout simplement le reflet qu'on a des étudiants présents. Transfert de connaissances. La distance est un facteur. La distance est un facteur même à plusieurs niveaux. L'exemple de Silicon Valley que je vous ai dit tout à l'heure. L'échange d'informations. Mais ça va plus loin que ça. Souvent, une entreprise veut avoir accès à des consultants. Ça peut être une expertise assez pointue. Et les gens ne sont pas dans la communauté, ils sont ailleurs. Je vais l'illustrer en utilisant le cas d'Uni Coopération Financière. Uni, nous sommes une coopérative financière, Caisse populaire. Et l'an dernier, le 1er juillet, nous sommes devenus la première Caisse populaire au Canada à passer sous juridiction fédérale, qui fait en sorte que nous avons une charte fédérale, c'est la loi des banques. La raison pourquoi nous l'avons fait, c'est que dans l'environnement financier qui existe, le constat qu'on a fait, puis on était passé de 86 caisses à 15, avec aujourd'hui 51 points de service, on voulait passer à une entité pour créer des synergies parce que la pression est incroyable. Pensez juste ce que vous pouvez faire avec votre téléphone cellulaire pour des services financiers. Vous réalisez que nos concurrents ne sont pas nos voisins. Nos concurrents sont à Toronto, Montréal, New York, Francfort. Et si nous n'offrons pas un service comparable à ces entreprises-là, nos clients vont aller ailleurs. Donc, nous, c'était ça notre optique. Mais nous devenions, par le fait même, au Nouveau-Brunswick, je vais utiliser le terme anglais, too big to fail. La taille, c'est quand même pas une si grosse entreprise que ça, mais c'est 1000 employés, un actif de 3,8 milliards de dollars. Et le régulateur provincial, face à cette réalité-là, considérait que le risque était trop élevé. Si nous avions des difficultés financières, le régulateur n'était pas en mesure de venir nous aider et les exigences réglementaires qui nous étaient imposées en passant une étaient telles que c'était tout simplement pas rentable de le faire. Mais le fédéral nous le permet. Et à l'échelle canadienne, nous ne sommes pas si gros que ça. Pas petits, mais pas si gros que ça. Donc, nous avons fait ça. Mais lors des discussions à Ottawa et à Montréal avec les gens du BCIF, du Bureau du surintendant des institutions financières, ils nous ont posé la question, oui, bien, OK, votre bureau-chef est à Caraquet. Oui, Caraquet. Population, 6 000 habitants, péninsule acadienne. Et ça, je dois vous dire, ça me fait plaisir parce que nous, notre bureau-chef est là et nos concurrents, leur bureau-chef, c'est Toronto, Montréal, New York, Francfort. C'est ça, notre réalité. Donc, la preuve qu'on est capable de connaître du succès en milieu rural. Mais pour revenir à leur question, c'est, OK, bien, à quel aéroport on peut atterrir pour faire un aller-retour dans la même journée? Bathurst, 2 vols par jour, 1 heure de voiture entre Bathurst et Caraquet. La distance est un facteur. Et quand on sait que des consultants ne vont pas se déplacer pour 3 jours, ou s'ils se déplacent pour 3 jours, ça va être un coût faramineux. L'aller-retour dans la même journée, ça se fait à peu près pas. Donc, transfert de connaissances. Si on a un établissement d'éducation secondaire dans la région, on a accès à une expertise qui nous permet, si elle est présente, ce n'est pas toujours automatique que c'est présent, mais si elle est présente, de compenser au moins partiellement cette distance-là. Transition vers l'économie du savoir, ça pour moi, encore une fois, je ne veux pas vous laisser sous l'impression qu'il y a seulement les universités. Et chez nous, quand on regarde les activités, les secteurs importants, que ce soit au niveau de la forêt, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau du secteur minier, de l'agriculture, les activités de ce que nous, on appelle les collèges communautaires, qui ne sont pas, c'est pas l'équivalent des cégeps, parce que ce n'est pas pré-université. C'est un parcours parallèle, un parcours alternatif, où c'est plus axé sur les métiers. Peut être tout aussi, sinon même plus important dans certains cas qu'une université. Mais c'est quand même axé sur le savoir. Que ce soit au niveau des centres de recherche et de développement, que ce soit au niveau de l'expertise pour le transfert de connaissances, mais également pour permettre, pour offrir aux jeunes
l'opportunité, jeunes et moins jeunes, l'opportunité de venir étudier, de faire leur formation. Donc, cette présence-là. Et encore une fois, là, je vais faire le lien avec mon commentaire initial. Oui, il y a la possibilité de la formation à distance, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour toutes les formations également. Donc, il faut être prudent pour penser que la technologie peut tout remplacer. Je vais illustrer ça. Certains ont prédit que l'avènement du téléviseur allait éliminer les radios. Le rôle de la radio a changé, mais le rôle existe toujours. La technologie va modifier une partie de l'offre de formation, mais ça ne va pas, selon moi, éliminer la forme la plus traditionnelle. Création, puis là j'utilise le terme capital humain, encore là, juste pour donner une illustration, les études démontrent que la productivité, qu'est-ce qu'on parle de productivité? C'est pour 1 heure de travail, quelle est la valeur de la production? Et c'est très mécanique, c'est très financier. Puis, faire un peu de pouce sur la présentation de Chantal tout à l'heure, dans un monde idéal, peut-être que la finance ne serait pas ce qui nous motiverait. Mais malheureusement, les entreprises, si elles ne sont pas rentables, ne vont pas survivre. Si les entreprises ne survivent pas, les emplois ne sont pas là. Si les emplois ne sont pas là, les gens ne peuvent pas nourrir leur famille. Donc, c'est une réalité avec laquelle il faut faire face. Et la présence d'établissements d'éducation secondaire, à l'intérieur d'un rayon de 20 km, ce qu'on constate, c'est qu'il y a, puis quand on parle d'externalité, ce sont des retombées indirectes. Parce qu'on a une main-d'œuvre plus formée, parce qu'on a de l'information qui circule. Encore une fois, mon exemple de Silicon Valley. Lorsqu'on est rendu à 100 km, c'est 75 % de cet impact-là. Donc, au fond, ce qu'on a, c'est un peu l'illustration. Belle journée d'été. Vous êtes sur le bord soit de la rivière, soit du lac. Il n'y a pas de vent. Et vous prenez une roche et vous tirez la roche. Et il y a des cercles. Et au tout début, les cercles sont très fermes, très précis. Et au fur et à mesure que le cercle s'éloigne, c'est de plus en plus diffus pour finir par disparaître. La transmission de l'information, la transmission de l'impact de la création du capital humain, c'est un peu comme ça. Donc, les gens qui disent l'activité dans les très grands centres urbains, ça va avoir un impact sur les milieux ruraux, non. Il y en aura un certain. Mais ça ne va absolument pas combler les écarts, ça ne va absolument pas combler les disparités. Infrastructure. Et là, même si je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, Florida a quand même certaines hypothèses par rapport à la présence, quand il parle de classe créative, mais je vais plutôt dire ce qui est souvent la réalité, c'est que plus petite est la communauté où se trouve l'établissement d'éducation supérieure, plus les activités qui s'y passent sont importantes, relativement parlant, pour la communauté. Que ce soit les pièces de théâtre, que ce soit la musique, que ce soit une piscine, que ce soit un aréna, que ce soit un centre sportif en général. À Montréal, que McGill ait une patinoire ou pas, ou que l'UQAM ait une patinoire ou pas, ça ne va pas faire une grosse différence. Mais dans une petite communauté, il y a des chances que ce soit la seule patinoire. D'où l'impact au niveau infrastructure. Et juste pour illustrer, chez nous, à l'Université de Moncton, si vous voulez utiliser les services du Centre d'éducation physique et des sports, vous achetez une carte de membre et vous n'avez pas besoin d'attendre ni employé, ni étudiant, vous avez accès. Si vous voulez aller prendre des livres à la bibliothèque, vous demandez pour une carte et vous avez accès à tous les livres avec globalement les mêmes règles que tout le monde. Mais ça va même plus loin.
nous avons eu, il y a quelques années, à l'Université de Moncton, une piste de très haut niveau. Donc, nous avons accueilli le championnat mondial d'athlétisme pour les moins de 18 ans, ou à peu près moins de 18 ou moins de 19 ans. Nous avons accueilli quelques parties de football de la Ligue canadienne de football. Encore là, c'était sur notre campus. Donc, la présence des institutions d'éducation secondaire a un impact. Mais fondamentalement, ça illustre la grande différence entre une université en milieu rural et une université en milieu plus urbain. Plus petite est la communauté, plus l'impact d'une même activité va être importante. Parce que les milieux très urbains ont une multitude de sources, beaucoup plus de possibilités de générer ces services-là, ces informations-là, ces infrastructures-là, comparativement aux plus petites communautés. Donc, tout n'est pas égal partout. Tout n'est pas équivalent partout. Mais, il y a quelques bémols. Puis là, il y a un concept, Marc-Rubin va le reconnaître, c'est dans une de nos études qu'on a développé, je pense même le terme, le rentier encombrant. C'est le suivant. On l'a trouvé pour certaines municipalités, certains centres en milieu plus périphérique, plus rural, où on avait un employeur dominant. Ça pouvait être une usine de pâte et papier, ça pouvait être une mine. Mais ça peut être également une université ou une division gouvernementale. Et voici la réalité. Vous êtes un entrepreneur, vous avez une PME, vous avez une douzaine d'employés et vous embauchez quelqu'un qui commence. Et vous êtes en concurrence avec l'extérieur. Vous vendez un produit, vous l'exportez sur différents marchés. Donc, il faut que vous restiez concurrentiel. Vous êtes désavantagé. Vous êtes loin des marchés, il y a des coûts de transport, mais d'un autre côté, le coût de la vie dans votre communauté fait en sorte qu'avec un salaire moindre, les personnes, les individus, peuvent avoir un niveau de vie équivalent à ce qui serait impossible dans un milieu beaucoup plus urbain. Le coût de la vie peut être très différent. On pense tout simplement au coût d'un appartement. Donc, vous avez des salaires inférieurs. Et vous formez votre secrétaire, vous formez votre plombier, vous formez votre électricien, vous formez votre soudeur, vous formez votre comptable. Mais de l'autre côté de la rue, il y a une mine, où il y a une usine de pâte et papier. Et les salaires ne sont pas en fonction du milieu local. Les salaires sont souvent en fonction d'une échelle nationale, voire internationale. Si c'est un ministère, c'est la même convention collective pour l'ensemble du pays. Donc, vous avez formé la personne aussitôt que la personne a pris suffisamment d'expérience. Il y a un poste qui ouvre à la mine, ou il y a un poste qui ouvre au moulin, ou il y a un poste qui ouvre au gouvernement, et vous perdez la personne que vous avez formée pendant 2 ans. Et donc, vous recommencez. Le constat, pour ces personnes-là qui ont des emplois bien rémunérés, merveilleux. Et je ne veux surtout pas dire que c'est mauvais pour ces personnes-là. Mais pour la communauté, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a très, très peu de PME qui sont en mesure de se développer. Parce que le marché du travail local est, je vais utiliser un terme acadien, est boosté aux stéroïdes. On a une situation où les conditions salariales, les conditions d'emploi sont tellement bonnes pour les travailleurs et travailleuses que les petites PME qui n'ont pas les reins financiers aussi solides ont beaucoup de difficultés. Donc, pour les universités dans un milieu rural, ça peut avoir une incidence si les salaires sont très élevés. Donc, encore une fois, ce n'est pas automatique, mais il faut être conscient de cette réalité-là. Là, je me mets dans les souliers d'une communauté ou d'un preneur de décision. Est-ce qu'on doit tenter d'attirer des entreprises ou est-ce qu'on doit tenter d'attirer des établissements d'éducation
supérieure? Ben, quelques différences. Premièrement, l'entreprise, elle, cherche à maximiser ses profits. Surtout si les propriétaires ne sont pas locaux, si la situation financière de l'entreprise change, on pourrait délocaliser très rapidement. On ne délocalisera pas une université avec la même rapidité. On ne va pas couper le nombre d'employés, réduire le nombre d'employés aussi rapidement. Donc, cette maximisation des profits fait en sorte que l'entreprise sera moins stable au niveau des retombées que sera notre établissement. Et en plus de ça, il y a les externalités. Connaissances. Oui, il y a certaines entreprises qui peuvent générer ces connaissances-là, mais les établissements d'éducation supérieure ont tendance à en générer plus. Et on a également les finissants-finissantes, les gens qui vont chercher cette formation-là. Je poursuis avec, est-ce qu'on fait un bureau gouvernemental ou, encore une fois, un établissement d'éducation supérieure? Encore, externalité, toujours la même chose. Potentiel pour des nouvelles entreprises. Donc, oui, une entreprise peut générer d'autres entreprises, mais il est très, 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 très rare qu'un ministère gouvernemental va être directement responsable pour de l'essaimage, pour une nouvelle entreprise qui sera créée. Et encore une fois, l'impact au niveau de l'attraction des étudiants, l'attraction des activités. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une nature particulière. Et ça, c'est amplifié dans les milieux plus ruraux. En conclusion, pour cette composante-là, ce qu'on voit, c'est que les établissements d'éducation supérieure ont un impact, mais cet impact peut varier selon les établissements et les régions. Ce n'est pas une approche photocopieuse, d'une part, qu'on doit avoir, et d'autre part, il faut être conscient que si ça a été vrai pour une communauté, ce n'est pas obligatoirement vrai pour une autre communauté. Deuxièmement, définir la communauté. Mon université, l'Université de Moncton, oui, il y a la région. Il y a la région de Moncton. On a 2 campus dans le nord, Shippagan et Edmundston. Mais c'est également, je vais dire ça de cette manière-ci, c'est l'université de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick, voire même de l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Ce qui n'est pas nécessairement vrai pour l'université qui est à quelques dizaines de kilomètres, Mount Allison, qui, elle, oui, elle est ancrée dans sa communauté à Sackville. C'est l'employeur dominant de cette communauté-là. Mais les gens du nord de la province ne vont pas dire que c'est leur université. Mais les gens du nord de la province vont dire que l'Université de Moncton, c'est leur université. Donc, la définition de communauté va varier. Les attentes. Gérer les attentes. Souvent, on pense qu'on va faire beaucoup au niveau de la communauté, qu'on va faire beaucoup au niveau de participation. On est très exigeant. Et souvent, avec raison, mais ce n'est pas toujours évident. Et finalement, le défi des priorités contradictoires. Puis ça, c'est un élément que je veux faire ressortir. On en a discuté hier, mais comme universitaire, je dois dire que les nombreux rapports que j'ai produits, puis encore dernièrement, j'en ai produit plusieurs, que ce soit des études d'impact environnemental pour le gouvernement ou une étude sur l'impact du bilinguisme, ça n'a pas la même prestance avec les collègues que si je publie dans une revue arbitrée de niveau national ou international. Donc, oui, on s'attend qu'on soit impliqué dans notre communauté. Oui, on s'attend qu'on fasse des interviews pour la télé, pour la radio, pour une multitude de médias. Oui, on s'attend qu'on aille faire des conférences au Club Rotary, à tous les clubs qui peuvent exister. Mais en même temps, on s'attend qu'on publie. On s'attend qu'on aille chercher des subventions de recherche. Et ça, c'est un tiraillement qui fait en sorte que ce n'est pas toujours facile pour les universitaires, surtout que dans un très grand centre urbain, cette demande de la communauté-là, cette attente de la communauté-là n'est pas équivalente à ce que c'est dans des milieux plus ruraux, plus petits, où on se connaît, où tout est personnel. Et finalement, un défi de la réalité des finances publiques et de la masse critique nécessaire pour avoir une université ou pour avoir un établissement d'éducation supérieure. On ne peut pas en avoir un dans chaque communauté. Ce n'est pas possible. Moi, mon exemple,
que je connais. Un autre exemple où on a fait un peu une certaine tentative, c'est à Cuba. J'ai travaillé dans la province de Las Tunas. Et l'Université de Las Tunas, ce qu'on a, c'est qu'on a des petits centres satellites dans les communautés un peu plus éloignées. Et des professeurs de Las Tunas vont aller à Puerto Padre ou d'autres communautés pour offrir expertise, enseignement, etc. Donc, ça, c'est un exemple où on ne peut pas avoir l'université physiquement dans chaque communauté, mais indirectement, on tente de compenser. Mais encore une fois, ça ne modifie pas la réalité que non, on ne peut pas avoir une université ou un campus dans chaque communauté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maximiser cet impact-là pour l'ensemble de la communauté en milieu rural ou en milieu plus rural? C'est un défi. Et sur ça, je vais passer au cas de Moncton. Je mets la référence ici. Ce que je vous présente se retrouve dans un chapitre de livre. Droit d'auteur, droit de publication font en sorte que je n'ai pas pu le rendre disponible, mais ça a été publié au PUC en 2014. Et c'est un chapitre où je me pose la question, qu'est-ce qui est arrivé à Moncton au cours des 20-25 dernières années? Puis juste pour mettre dans le contexte. 1990, on prédit le déclin de la région de Moncton. Pourquoi? Premièrement, juste pour mettre un ordre de grandeur, la RMR. RMR, c'est le Grand Moncton. Puis, tout à l'heure, j'aurai une carte, puis je vais vous le montrer. C'est essentiellement 3 municipalités. Moncton, Dieppe, qui est principalement francophone, Riverview, principalement anglophone, et les régions limitrophes. En 81, mettons 100 000 habitants. Donc, 100 000 habitants, et voici ce qui s'est passé. 1976. Avant l'Internet, on avait des catalogues et on commandait. Or, on avait à Moncton un centre de distribution, la compagnie Eaton's. En 1976, on ferme. 1300 emplois sont éliminés. Rappelez-vous, 100 000 habitants. 1978, la biscuiterie Marvin's ferme ses portes. À ce moment-là, 65 emplois. Il y en avait eu 200 pas tellement longtemps avant. En 1988, Atelier de réparation du Canadien national. 2200 emplois sont éliminés. Encore là, je parle de 100 000 habitants. Il y en avait, dans les années 60, 3 500 emplois. Il y en avait 5 000 dans les années 50. Et ça se poursuit. 1992, la base des forces armées canadiennes, 455 emplois sont éliminés. Donc, on prédit le déclin de Moncton. Qu'est-ce qui est arrivé? Moncton est au centre de la périphérie. Pourquoi périphérie? Là, je montre le Canada, puis on pourrait montrer les États-Unis. Nouveau-Brunswick, on est à l'extrémité. Donc, quand on parle de périphérie, les provinces maritimes, ou si on inclut Terre-Neuve, les provinces atlantiques, c'est pas mal en périphérie. On est loin des très grands centres. Il n'y a pas de centre de plus d'1 million d'habitants à moins de 10 heures de route. Mais, Moncton est ici. Moncton est au centre des provinces maritimes. Donc, c'est pour ça que je dis centre de la périphérie. Ce qui fait en sorte que déjà, je mets un bémol sur certains des constats que je vais faire. Cette recette-là ou cette évolution-là n'est pas possible partout. Si on est en périphérie de la périphérie, là, les défis sont différents. Donc, la géographie est importante. Sauf que, face à cette réalité-là, la communauté, il y avait 2 choses qu'on pouvait faire. Il y en avait 3. Un, c'est jouer à l'autruche puis rien faire. Un autre, puis ça m'est arrivé il y a plusieurs années. J'étais membre d'un panel qui cherchait à trouver des solutions pour une région du nord de la province. Et le conseil municipal d'une municipalité, lors de sa présentation à notre comité, nous a dit, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. C'est au gouvernement d'aller chercher un employeur qui va créer 800 emplois qui vont payer 65 000 $ pour sauver notre communauté. Donc, ce n'est pas nous, c'est vous. Moncton a fait différemment. Moncton a dit, c'est nous. Et nous, on va dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider?
Mais la communauté, c'est vraiment, au lieu de mener une bataille d'arrière-garde et tenter de sauvegarder ou de ressusciter certaines de ces fonctions-là, c'est tourner vers l'avenir et dire qu'est-ce qu'on peut faire. Stratégie avec 5 éléments essentiellement au tout début. Revitalisation du centre-ville. Le centre-ville, beaucoup d'entreprises de services souvent fermées. Marketing, plus important. Et ça s'est fait à 2 niveaux. C'était l'époque où Frank McKenna était premier ministre du Nouveau-Brunswick. Par la suite, Frank McKenna est devenu ambassadeur du Canada à Washington. McKenna est aujourd'hui avec la TD. Il a été pressenti pour diriger le Parti libéral fédéral à quelques reprises. Mais McKenna a fait quelque chose au Nouveau-Brunswick que personne d'autre n'a fait ni avant ni après. C'est qu'il a convaincu les gens qu'il y avait quelque chose d'important qui est en train de se produire. Et le développement économique, c'est souvent autant psychologique que réel. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Il a réussi à convaincre des journaux comme le Globe and Mail à Toronto qu'il y avait quelque chose de fascinant qui se passait à Moncton, quelque chose de fascinant qui se passait à Edmundston, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick en général. Et quand les gens du Nouveau-Brunswick ont vu que les autres considéraient que les choses allaient bien, ben là, si les autres pensent que ça va bien, ça doit véritablement bien aller. Donc, en convainquant les autres, on a réussi à convaincre les gens d'ici. Et ça a été un élément qui a contribué à l'essor de la région. Et la ville de Moncton a fait du pouce sur cette vague-là et a martelé à l'intérieur et à l'extérieur que Moncton n'était pas une perdante, malgré la tendance récente, mais une gagnante. Développement de l'entrepreneuriat et des PME. On ne voulait plus être dépendant d'un ou de quelques gros employeurs. Pas pour dire qu'on allait fermer nos portes à quelqu'un qui voulait venir, mais on allait tenter de diversifier. Promotion du bilinguisme. Et ça, je vais revenir là-dessus. Ça a été un élément fondamental au niveau de l'attraction de nombreux, autrefois on les appelait les centres d'appel, aujourd'hui on les appelle les centres de contact ou les centres de service à la clientèle. Et en passant, ce n'est pas seulement des emplois au salaire minimum. Souvent, on a des gens qui vont faire 100 000 $ par année en répondant à des demandes parce que c'est un service spécialisé qu'on peut offrir. Et finalement, la bonification de la base économique. Ça, c'était initialement, on a mis à jour. Et là, j'ai un exemple que je vous présente ici, mais je vous donnerai un autre exemple. Pourquoi la communauté a véritablement fait il y a eu un impact. Septembre 1994, on dévoile la nouvelle stratégie. 650 personnes ont payé de leur poche 8 $ pour assister au développement de la nouvelle stratégie. Je suis économiste, mais ce n'est pas la chose la plus sexy, la plus intéressante. Mais ça démontrait que la communauté y croyait. Autre exemple. Je pense que c'est le premier centre d'appel à venir à Moncton. Il y avait une dame de Toronto qui venait visiter la ville. Or, tempête de neige. On ne savait pas si l'avion allait atterrir. Elle a vu ça, elle a dit oui, j'ai une rencontre de prévue en atterrissant, mais il n'y a pas de possibilité qu'on ait cette rencontre-là. Donc, au lieu de s'habiller pour une rencontre d'affaires, jeans, gros chandail, parce qu'elle allait affronter la tempête de neige. Or, en arrivant à l'aéroport, l'avion atterrit, on l'amène et il y avait 25 personnes dans une salle qui l'attendaient pour discuter business. Donc, la communauté s'était pris en main. Ce n'était pas seulement des gestionnaires de développement économique, c'était des représentants de la communauté. On voulait démontrer que Moncton était un endroit où son entreprise devait venir. Son entreprise, c'était à l'époque Camco, qui était General Electric, c'était un centre d'appel pour, entre autres, des appareils ménagers. Et il est venu. Ce centre-là est venu à Moncton. Autre élément, et là, quand j'ai dit que des décisions externes gouvernementales sont importantes, à cette époque-là, le
gouvernement de Brian Mulroney crée l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. On décentralise le développement régional et on crée un bureau-chef en région. Il fallait décider où ce bureau-chef allait aller. Il y avait des batailles, il y avait des pressions politiques et finalement, Mulroney a décidé que ça allait être Moncton. Or, d'après Savoie et Bourgeois, c'est un des facteurs qui a contribué, encore une fois, à l'essor. Parce qu'en faisant ça, on amenait un centre de décision, on amenait des emplois, mais plus que ça, on était en train de dire au monde entier, nous croyons à Moncton, et la preuve, c'est que c'est là où le bureau-chef va être situé. Et c'était du jamais vu à l'époque. On n'avait jamais pris ce qui est l'équivalent du bureau où se retrouve le sous-ministre et le déplacer, le délocaliser en région. Donc, face à ça, on a le développement, puis j'ai des statistiques que je vais présenter, mais un nombre croissant de firmes qui se qualifient de ce qu'on pourrait qualifier de services complexes. Donc, c'est architectes, consultants, firmes d'ingénierie, etc., qui vont à Moncton, mais encore une fois, rappelez-vous, centre des provinces maritimes. Une étude où, justement, Marc Hubin et moi, on a collaboré, c'est Paulès et Chermure, en 2002, ont amené 3 explications pour tenter d'illustrer pourquoi Moncton avait connu un certain succès. Sa situation géographique, j'en ai parlé beaucoup. Deuxièmement, le centre culturel et de service de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Oui, Caraquette se dit la capitale de l'Acadie, mais le plus gros bassin de la population est dans la région de Moncton et on y retrouve le campus principal de l'Université de Moncton. Et beaucoup des entreprises qui ont été créées dans la région ont été créées par des personnes qui sont passées par l'Université de Moncton. Et finalement, l'importante diversification qu'a réussi à faire Moncton. Là, des formations professionnelles, j'ai des graphiques puis j'ai des stats, mais je vais quand même illustrer les constats. On a vu les déclins démographiques, on en a parlé. Regardez, ici on passe en 1996 de 113 000 au niveau de la région métropolitaine à, en 2011, ça c'est seulement 15 ans, à 138 600. Croissance importante. Mais cette croissance-là n'est pas uniforme. Là, j'ai Canada, Nouveau-Brunswick, Riverview, Dieppe, Moncton, Moncton la cité, et Moncton l'agglomération. Mais regardez où est véritablement la croissance. Une ville à 80-85% francophone. Et des taux pour des périodes de 5 ans, 19,8, 25,9, 25,6. C'est parmi les centres urbains au pays, une des meilleures performances. Ici, c'est en fonction de la langue maternelle. Ce qu'on a, c'est la croissance chez les francophones. À l'échelle canadienne, dépendant des périodes, là, on a 96, en bleu, c'est 96 à 2001, en rouge, 2001 à 2006, en vert, 2006 à 2011. Les francophones de langue maternelle, 1% d'augmentation, 2,1, 4,4. Regardez Dieppe. Regardez la grande région de Moncton. On dépasse de loin la croissance. Et ça Riverview, il faut faire attention, c'est que le nombre de francophones étant tellement limité, les pourcentages peuvent varier grandement, et au Nouveau-Brunswick globalement. Donc, ce qu'on a, c'est véritablement la communauté francophone autour de Dieppe, qui est le fer de lance de la croissance démographique. Pardon. Ici, ce que je veux illustrer, c'est tout simplement comparer avec les autres centres urbains. Et encore une fois, je ne vous demande pas de regarder toutes les statistiques, mais ça, c'est par ordre de croissance. L'Alberta, Nunavut, là, on a Moncton, 22% pour la période, 32e rang sur les 134, ce qu'on va appeler les régions métropolitaines au pays, soit les agglomérations de recensement ou les régions métropolitaines de recensement. Donc, 32e rang, et ça s'améliore constamment. Pour la période 2006 à 2011, c'était rendu au 16e rang. Alors qu'on voit que le Nouveau-Brunswick est ici. Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui s'est produit dans la région de Moncton. Croissance démographique, ici, les agglomérations au niveau du Canada Atlantique. Ce que je veux illustrer dans celle-ci, c'est qu'on en a 5 qui se retrouvent
dans le peloton de tête. Et les autres, Hamilton à 5,8, puis ça continue à diminuer, puis il y en a qui c'est des chutes faramineuses. Mais ces 5 du peloton de tête-là, on a Moncton, on a Fredericton, on a Halifax, on a St. John's et on a Charlottetown. Ce que je veux vous dire, 4 capitales et Moncton. Si vous regardez souvent dans les régions plus périphériques, ce sont les capitales qui, règle générale, tirent leur épingle du jeu. Moncton n'est pas une capitale. Donc, il y a quelque chose d'autre que simplement la réalité d'être une capitale qui a eu un impact. Pourcentage de la population ayant immigré, pôle d'attraction. Pour les migrations infraprovinciales, ça c'est important. Il y a 2, 3, 4 décennies, quand les gens quittaient les régions rurales du nord de la province, on immigrait dans d'autres régions, soit aux États-Unis, soit au Canada. L'essor de Moncton a fait que ces gens-là sont restés au Nouveau-Brunswick. Oui, ils laissent leur région d'origine, mais restent dans la province. On a n'empêche 93e rang Moncton par rapport à l'ensemble du Canada pour les régions métropolitaines. Interprovinciaux, encore là, Moncton fait relativement bien. Mais ça, il faut faire attention à interprovinciaux. C'est quand il y a un boom en Alberta, les gens vont dans l'ouest. Quand le boom s'arrête, les gens reviennent. Donc, c'est beaucoup plus relié au boom pétrolier. Ce n'est pas seulement des gens qui travaillent dans le secteur pétrolier, mais le secteur périphérique de la construction. Même, il y a des gens qui vont travailler au Tim Hortons à Fort McMurray, ou du moins avant que le feu gâche les choses l'an dernier, parce que les salaires étaient beaucoup plus élevés que ce que ces personnes-là ont chez nous. Mais au niveau international, là, Moncton fait piètre figure. On n'a pas beaucoup d'immigrants internationaux. C'est les très grands centres urbains. Une fois qu'on a éliminé, ou qu'on on a exclu Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal, la vaste majorité des immigrants internationaux se retrouvent dans ces grands centres urbains-là. Là où je veux aller maintenant, c'est la question de la langue. Ici, ce sont les agglomérations de recensement et régions métropolitaines de recensement. Il y en a un total de 125 encore une fois au pays. Et ce sont les centres urbains avec le pourcentage le plus élevé de population bilingue. Au premier rang, Hawkesbury, Edmundston, Campbellton, mais Moncton se retrouve dans la liste 7e rang. Si on regarde le nombre de personnes bilingues, encore une fois, Moncton se retrouve avec une augmentation importante qu'on va voir tout à l'heure, mais se retrouve dans la liste. Le bilinguisme est un facteur. Puis je vais expliquer tout à l'heure une des raisons pourquoi surtout ça l'a été. Ici, si on regarde la variation, l'augmentation, donc peu importe la manière qu'on veut estimer cette présence d'individus bilingues, puis quand je parle bilingue, c'est toujours anglais-français. Il y a d'autres formes de bilinguisme, mais c'est ce que je mesure ici. C'est très élevé. Et ici, c'est au niveau du marché du travail maintenant. Si on regarde le taux de chômage de la région de Moncton, 96 versus 2011, il a passé de 9,7 à 7,3. N'empêche que le progrès n'a pas été si important que ça. Du 47e rang sur 126, en réalité, c'est devenu le 53e rang sur 126. Pourquoi? On créait des emplois, mais parce qu'on créait des emplois, on attirait des gens. Et ce qu'on a eu, c'est une augmentation importante du taux d'activité. Le pourcentage de la population qui soit a un emploi ou cherche un emploi, on est passé du 46e rang au 24e. Le taux d'emploi, le pourcentage de la population 15 ans et plus qui ont un emploi, passé du 48e rang au 24e. Mais l'attraction de nouvelles personnes a fait en sorte que le taux de chômage n'a pas diminué autant. On créait des emplois, mais d'autres personnes arrivaient qui faisaient en sorte que la diminution du taux de chômage n'a pas été aussi importante qu'on l'a vu dans d'autres régions. Donc, variation du taux d'emploi, c'est au 19e rang sur 126 à l'échelle canadienne. Puis dans le 126, on inclut Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, Edmonton, etc. Croissance de l'emploi, 28e rang. Secteur.
on a parlé de la nouvelle économie. Si vous regardez, on a en rouge la moyenne des agglomérations canadiennes, en bleu Moncton. Là où il y a un écart particulier, c'est ici. Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien. Entre autres, les centres d'appel, et je vais y revenir. Mais on a quand même services professionnels, scientifiques et techniques, à peu près la même augmentation qu'à l'échelle canadienne. On a un peu plus au niveau de la finance, assurance, immobilier. Donc, ce qu'on voit, c'est cette nouvelle économie-là qui prend forme. Non, on n'a pas nécessairement à tous les niveaux dépassé l'accroissement au niveau canadien, mais rappelez-vous, la tendance lourde, c'est les très grands centres urbains qui voient ces emplois-là créés sur leur territoire. Moncton n'est pas un très grand centre urbain. Donc, il y a des choses positives qui se sont passées. Ici, quotient de localisation, si on a 1, ça veut dire qu'on est la moyenne nationale. Où est notre concentration? Donc, en 1996, on a beaucoup au niveau de transport et entreposage, mais on voit un déclin important. Les efficacités ont fait en sorte que ça s'est amélioré au niveau de la productivité. On en a moins, mais l'envers de la médaille, vous regardez, services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien, on a augmenté de beaucoup. On a des services ici, si on regarde santé, un peu plus que la moyenne, mais pas beaucoup plus. Donc, vraiment, c'est services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien. Là où je m'en viens avec ça, c'est cette étape ici. Les fameux centres d'appel. Au Nouveau-Brunswick, on a eu un ressentiment souvent de la population anglophone unilingue que les politiques gouvernementales les défavorisaient. Cet assessat ici prouve le contraire. Je sais que ça peut être frustrant, mais lorsqu'on appelle, si vous voulez du service en anglais, appuyez sur le 1. Si vous voulez service en français, appuyez sur le 2. Et la technologie va nous amener à quelqu'un qui va être en mesure de nous répondre dans notre langue. Conclusion, on n'a pas besoin d'avoir 100% des employés du centre d'appel qui parlent à la fois le français et l'anglais. On a besoin d'avoir le nombre minimal pour répondre à la demande. Et la majorité des centres d'appel sont soit pan-canadiens, une clientèle pan-canadienne ou nord-américaine. Or, le pourcentage d'appels en français n'est pas énorme. Le résultat, au niveau de l'ensemble des industries dans la grande région de Moncton, on a, là, c'est la langue maternelle que je mesure ici, donc ça n'égale pas nécessairement, ou langue parlée à la maison, donc on n'a pas nécessairement 100%, mais ce qu'on a, c'est 60% de la main-d'œuvre globale, c'est des anglophones, 37% des francophones. Or, dans les centres d'appel, qu'est-ce que c'est? 74% anglophones et seulement 23,8% francophones. Donc, il y a plus d'anglophones qui travaillent dans les centres d'appel que dans la population générale. Donc, le bilinguisme est un atout, mais le bilinguisme n'exclut pas que des anglophones peuvent travailler dans des emplois de la nouvelle économie parce que la technologie leur permet de le faire. Donc, ici, j'ai des statistiques au niveau canadien et on voit que cette réalité-là est également le cas pour le Canada dans son ensemble. Ici, hommes et femmes, ce qu'on voit, c'est dans les centres d'appel, s'il y a plus de femmes, qui amène un autre sujet, mais là, je vais juste ouvrir une parenthèse. Ce qu'on constate, c'est que les angry white men qui ont appuyé Trump, et c'est le reflet que souvent, les emplois qui ont disparu, c'est des emplois traditionnellement masculins, et les emplois qui sont créés ont une plus grande présence de femmes, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui pensaient qu'il y avait un emploi à vie syndiqué à 75 000 $ par année qui l'ont perdu, et leur épouse, elles, ont trouvé un emploi, et ces gens-là sont d'autant plus frustrés. Donc, ça explique, pas totalement, mais c'est un élément supplémentaire pour comprendre ce qui s'est passé. Je poursuis rapidement au niveau de la scolarité. Ce qu'on voit, et là, le rôle de l'Université de Moncton, quand on regarde le pourcentage de la population avec des diplômes universitaires, on se retrouve dans, ici, 25e rang au niveau des centres urbains. Encore une fois, il y en a à peu près 125. Donc, on constate un apport important. Dernier élément que je veux mentionner, c'est au niveau des salaires. Les salaires sont à la fois inférieurs normalement à la moyenne. On voit ici sur
125, ce qu'on a, c'est un salaire moyen, autant en 1995 qu'en 2010, qui est inférieur, en bas de la moyenne. Élément supplémentaire que je vais mentionner, c'est que cette nouvelle économie-là a fait en sorte une plus grande égalité. Et là, quand on compare les revenus médians et les revenus moyens, c'est là où je parle ici, puis dans la dernière acétate, celle-là du bas, c'est quand le revenu médian et le revenu moyen se rapprochent, ça laisse penser qu'il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres. Et Moncton est dans ce cas-là, et l'écart s'est rétréci. Donc, les nouveaux emplois qui ont été créés ne sont pas nécessairement des emplois extrêmement bien payés, mais ce sont des emplois quand même qui sont relativement stables, qui fait en sorte qu'on n'a pas un employeur qui va créer un certain nombre d'emplois extrêmement bien payés, puis le reste de la population est très faible. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins d'écart au niveau des revenus pour les emplois, pour les personnes qui travaillent dans la région de Moncton qu'ailleurs au pays. Donc, et je vais conclure là-dessus, quelles sont les explications de l'essor de Moncton alors qu'on aurait pu penser que c'était un déclin qui s'en venait? Transition vers la nouvelle économie, bilinguisme, l'Université de Moncton, non pas seulement par sa présence, mais toutes les différentes composantes d'une université. Ce n'est peut-être pas le milieu rural traditionnel, mais c'est quand même dans une petite communauté, il y a eu un impact indéniable. Marché du travail, ça devrait être travail, à contre-courant de la tendance régionale, la géographie, et ça, malheureusement, on peut difficilement influencer ce facteur-là. Services aux entreprises, les centres d'appel. Relative diversification. Demain matin, il n'y a pas un seul employeur qui fermerait ses portes, qui causerait un impact énorme. On avait un abattoir, Hub Meatpackers, qui avait 800 emplois. Il a fermé ses portes il y a plusieurs années. Les gens ne s'en sont même pas aperçus. Oui, ça fait les manchettes, mais ça n'a pas été l'impact que 800 emplois auraient eu il y a un certain nombre d'années parce qu'on a diversifié l'économie. Et finalement, la question de l'immigration, mais l'immigration, oui, au niveau provincial et national, mais l'immigration internationale est extrêmement faible. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Marcel. On ne peut pas sortir le professeur, l'éducation du professeur, même si on le sort de la salle de classe. Alors, on aurait une dizaine de minutes, peut-être 11 minutes ou 12 minutes, là, pour des questions, commentaires venant de l'assistance. Okay. Il y a une question ici. On passe le micro. Bonjour, M. Desjardins. Alors, merci pour votre présentation. Moi, c'est Marianne, je viens de Montréal. Ma question porte sur l'université en tant qu'université francophone au Canada. C'est une question qui se pose beaucoup. Je sais qu'en ce moment, en Ontario, on est en train de réclamer une université francophone. Donc, ma question, c'est quoi, à votre avis, le rôle de l'université au Canada, des universités francophones, pour permettre justement aux francophones au Canada, en contexte minoritaire ou majoritaire, pour préserver la langue? C'est une question essentielle à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est l'apport de l'université, avec toutes les facettes qu'on a discutées depuis quelques jours, et ça va plus loin que ça. L'appétit pour les gens pour une formation plus poussée est grandissante. Si nous n'avons pas cette offre-là, on va vers l'alternative. L'alternative, il y a deux options. Une, c'est soit l'étudiant en anglais, qui devient une source d'assimilation potentielle. Pas automatique, mais potentielle. Donc, plus grand que ça. Puis, un des exemples, c'est que j'ai fait une farce en disant, souvent, c'est nos conjoints, on les rencontre à l'université. Mais si on est d'une université anglophone, les probabilités que le conjoint soit d'une langue autre que le français est accrue. Là, on devient une famille exogame. Donc, c'est une courroie vers l'assimilation. Ou, deuxièmement, on va aller à l'extérieur pour étudier et les probabilités sont qu'on ne reviendra pas. Donc, pour une communauté francophone en milieu minoritaire, avoir accès à l'éducation
postsecondaire, et je ne dis pas seulement universitaire, mais également au niveau collégial, collège communautaire dans notre cas, est essentiel pour la survie de la communauté. C'est aussi simple que ça. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très riche, clair et stimulant. Je me nomme Frédéric, je viens de Regina. Ma question, j'ai trouvé vraiment intéressant la stratégie de M. McKenna sur le plan psychologique de marketing. Puis je me demande jusqu'à quel point, puisque vous êtes économiste, j'imagine, non? Oui. Si on peut mesurer la fierté, le positivisme par rapport à l'avenir dans le développement économique. Parce que je trouve en milieu communautaire, jusqu'à un certain point, parce qu'on est vraiment en micro, cet aspect-là est comme déterminant. Si tu crois que tu peux réaliser ton rêve ou si tu sens que c'est possible, mais ça va se produire généralement. Du moins, tu as beaucoup plus de chances que si tu n'y crois pas. Donc, je vais voir si vous mesurez ça d'une manière ou d'une autre. C'est très difficile à mesurer. Il y a certaines... En réalité, même au niveau global, vous avez des indices qui sont développés par différentes, que ce soit la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes va avoir un sondage mensuel auprès de ses membres pour savoir leur estimation des conditions économiques, est-ce que vous allez embaucher. Donc oui, il y en a plusieurs, mais un global, j'en connais pas, mais il y en a plusieurs ici et là qu'on va mesurer et souvent, même certaines communautés vont de temps à autre faire un sondage, souvent c'est annuel ou biannuel, où on va tenter de mesurer le pouls. Le problème, c'est que ça dépend de quelle manière la question est posée. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, mais oui, c'est un facteur qu'on tente de mesurer. Mais il n'y a pas un indice universel. Je sais, peut-être Marc Urbain en connaît un, mais moi, je n'en connais pas universel. Mais oui, c'est quelque chose qui est mesuré ponctuellement dans différents domaines. Alors, Pierre Marcel, dans le rôle des universités, tu as énuméré un certain nombre de choses et j'aimerais poser la question sur un élément que tu n'as pas eu le temps beaucoup de définir, l'élément définir la communauté. C'est-à-dire, quel est le rôle de l'université dans le sens de définir ou redéfinir la communauté, j'imagine la communauté dans laquelle l'université s'insère. Alors, comment tu vois ça, ce rôle-là? Ben, il y a deux choses. Des fois, c'est la communauté qui va se définir en fonction de l'université, mais il y a deux éléments. Un, c'est la définition de la communauté. Quelle est la communauté que va tenter de servir l'université? Ça, c'est une première question. Et ça, chaque université va peut-être avoir sa définition propre qui va varier selon les circonstances. Dans le cas de l'Université de Moncton, c'est pas compliqué. C'est la communauté acadienne qui est mariée avec l'université. Il y a un deuxième élément dans la question, c'est comment est-ce que l'université peut aider à cheminer avec la communauté dans son développement. Et ça, c'est souvent pas nécessairement l'institution individuelle qui va jouer ce rôle-là, mais ce sont souvent des acteurs de l'université qui vont être des leaders de la communauté et qui vont contribuer. Exemple, vous avez probablement tous ou plusieurs d'entre vous suivi tout le débat avec la sélection de la commissaire aux langues officielles. Une des personnes qui était en liste, c'est Michel Doucette, qui est un collègue qui vient de se retirer, je ne sais pas si c'est le 1er juillet, mais à la veille de prendre sa retraite. Mais au niveau des droits linguistiques, ça a été, avec quelques autres collègues, un des plus grands défenseurs. Et là, encore là, comment est-ce qu'on définit la communauté? Ce n'était pas seulement la communauté acadienne, mais d'un océan à l'autre, puis comme certains diraient, from sea to sea to sea, parce que ça inclut les territoires, Michel a été souvent de tous les combats. Puis je pourrais ajouter un autre Michel, qui est Bastarache, qui a été doyen d'école de droit. Donc, c'est là où ce n'est pas nécessairement l'institution comme telle qui va contribuer à définir la communauté, mais ce sont des acteurs de l'institution qui vont jouer des rôles très importants dans cette démarche-là. Très bien. Commentaires, questions? Oui, tout à fait. Qui est maintenant à la retraite, mais qui continue. Puis lui, c'était des études, doyen de la faculté d'éducation, mais beaucoup d'études sur... puis il y en a plusieurs, au fond. On pourrait inclure Serge Roussel, qui est maintenant ministre. Oui, il y en a eu plusieurs.
Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. Nadja Carrier-Giasson, étudiante ici à l'UQAC. Je voulais simplement mentionner que, comme étudiante québécoise qui a aussi étudié à l'Université Laval, à l'Université de Montréal et à l'UQAM avant de venir entamer des études de cycle supérieur ici à l'UQAC, je l'ai senti, cet engagement-là dans la communauté qui est particulièrement présent à Chicoutimi de certains enseignants. Puis, je trouvais ça intéressant. La question que vous soulevez par rapport au tiraillement des chercheurs entre l'engagement dans la communauté et les exigences du milieu universitaire de publication. Je me demandais, est-ce que vous avez c'est une question difficile, mais est-ce que vous voyez des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a des initiatives porteuses à Moncton en ce sens-là? Malheureusement, non. Je dis malheureusement, c'est que le travail plus communautaire n'est pas valorisé au même niveau que les publications et l'obtention de subventions des grands conseils. Il y a des gens, l'idéal, c'est de trouver le juste milieu entre les deux, mais ce n'est pas 40 ou 50 ou 60 entrevues dans les médias par année qui va t'aider au niveau de ta promotion en permanence, mais une ou deux publications dans une grande revue va le faire. Je vois Chantal. Ça va. Certains endroits, l'équipe de professeurs se prend en main et comme collectif établissent des critères différents. Donc, hier, j'ai pas fait allusion dans le panel, mais je suis consciente, par exemple, qu'au HEC à Montréal, à un moment donné, il y avait une problématique de positionnement. Puis les professeurs se sont réunis puis ont dit, OK, qui est bon dans quoi? Et puis, à un tel, on va dire, toi, tu es bon dans l'enseignement, donc planche là-dessus, on va te laisser aller, puis on va pondérer l'évaluation en fonction des talents de chacun. Toi, tu es bon dans la recherche, mais faisant de la recherche, on va te pondérer, on a 80 de pointage pour ta recherche. Toi, tu es bon dans le rayonnement, laisse-toi aller, 80 de ton pointage. Donc, ça, c'est intéressant. La problématique, c'est qu'on est pris avec des contraintes, des conventions collectives qui nous empêchent de penser en dehors de la boîte comme ça. Donc, dans le cas des HEC, probablement qu'il y avait la mobilité pour le faire, mais parfois, les conventions collectives, elles sont un bien, mais en même temps, elles causent aussi des inconvénients. Parce que notre convention collective, elle est 3 composantes, mais très honnêtement, si on ne publie pas à un niveau relativement élevé, ça ne va pas fonctionner. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, je m'appelle Lounès. Je suis haïtien, mais j'étudie à l'Université Laval à Québec. Et je vais intervenir justement sur un point que vous avez mentionné à plusieurs reprises, c'est que les probabilités montrent, et la plupart du temps, des jeunes qui viennent étudier dans des universités ou dans de grands centres, et par rapport aux avantages qu'ils trouvent après, ou ils trouvent un conjoint ou une conjointe, ils ne retournent pas. Mais là, ma question, c'est un peu... Mais ma question, est-ce que vous ne pensez pas que les universités, elles aussi, ont un rôle à jouer pour favoriser le retour, soit les universités ou les communautés, le retour de ces étudiants dans leur communauté? Et si je le prends dans un cadre un peu plus global, dans mon cas par exemple, comme étudiant international, ici, dans mon permis d'études, l'immigration canadienne écrit clairement, vous devez quitter le Canada après la date d'expiration de votre permis. C'est écrit. Mais d'un autre côté, quand tu viens ici après une session, l'immigration aussi t'écrit pour te dire voilà les avantages qu'il y a, si vous désirez rester ici, voilà, si vous voulez être résident permanent. Mais c'est vrai. Et ils le font chaque 3 mois, et c'est répété. Moi, en un an ici, j'ai genre 3 ou 4 messages de l'immigration qui me parlent un peu des avantages à rester ici. Et ensuite, je suis formé dans un contexte nord-américain, dans un contexte québécois. Tout ce que j'étudie, c'est québécois et canadien, tout simplement. Donc, est-ce que les universités ou les communautés d'accueil de ces étudiants-là n'ont peut-être pas un rôle à jouer pour favoriser leur retour dans les communautés? Je pense qu'ils ont une responsabilité, mais la communauté d'origine a également des outils potentiels.
Et il y en a un il y a quelques années que j'avais proposé, le gouvernement ne l'a pas accepté. C'était une des études ou une des stratégies de développement pour le nord de la province. Et on voulait offrir un crédit d'impôt à des entreprises qui embauchaient des finissants universitaires, mais seulement dans le nord de la province. On voulait discriminer au niveau géographique. Politiquement, ça n'a pas passé. Les universités le font un peu, c'est-à-dire qu'avec les brevets, la valorisation des brevets, où les universités s'impliquent de plus en plus dans leur milieu. S'ils créent des emplois, bien, souvent, c'est des étudiants finissants qui obtiennent des emplois. Alors, peut-être le dernier commentaire, parce que je vois une main en arrière. Nous devons terminer, madame. France, OK. Oui, merci. Alors là, je suis habituellement contre la plupart des formes de discrimination. Là, c'est sûr. Et alors, par rapport aux personnes qui font des projets en commun de différents pays, et j'ai trouvé à Cuba, par exemple, qu'il y a de nouvelles compagnies, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises même, qui travaillent sur ce domaine. Il y a maintenant le phénomène de l'Internet. Alors là, on connaît de plus en plus de personnes du Canada qui vont à Cuba pour commencer des projets, que ce soit de coopération, que ce soit des entreprises. Et là, ils ne savent pas trop comment faire un peu, comment tisser les liens, comment établir des relations vraiment de qualité. Alors là, ils commencent à travailler avec des Cubains qui connaissent un peu le sujet, le fonctionnement, etc. Et souvent, c'est des Canadiens qui vont habiter à Cuba. Pratiquement, ils deviennent Cubains. Et souvent aussi, il y a des Cubains qui viennent au Canada et qui passent leur temps entre Cuba et le Canada. Alors, ils sont résidents permanents, devenus résidents permanents ici, mais ils passent 6 mois à travailler à Cuba. Et alors, c'est seulement ces entreprises-là qui restent vraiment, de manière plus ou moins indéfinie à Cuba. Et c'est des projets qui ont eu du succès, parce que vraiment, c'est le savoir-faire canadien et le savoir-faire cubain aussi, sur comment vraiment bien faire, bien préparer un projet en commun et comment arriver à des objectifs. Parce que sinon, c'est un peu la négation de l'autre, la négation des connaissances de l'autre. Et c'est seulement quand vraiment on se met à travailler ensemble que ça aboutit à des projets. Je vois ça comme un enrichissement. C'est pas, alors je suis là, je suis ici, tu peux pas être là, tu peux pas être ici, je te discrimine, t'es Canadien, t'es Cubain, gna gna gna. C'est pas ça. Alors il faut un projet en commun. Et là, c'est de bons échanges qui ont lieu. Donc, merci. Je suis tout à fait d'accord et je dois dire que j'ai travaillé à Cuba pendant de nombreuses années et j'ai plus appris que j'ai contribué. Pour moi, c'est clair. J'espère avoir contribué, mais j'en ai ressorti énormément au niveau de ma compréhension de différentes facettes du développement. Donc, tout à fait d'accord. OK, on aurait 2 dernières questions peut-être. On pourrait peut-être vous les demander en rafale. Parfait. Alors, j'y vais. Oui, donc moi j'aimerais ajouter, ce n'est pas seulement les conventions collectives, c'est aussi la façon dont on mesure l'évaluation des universités. C'est-à-dire, on ne les mesure pas, on les mesure par la recherche et par les publications et non par l'engagement. Donc, est-ce que ça va changer un jour? Est-ce qu'on pourra? J'espère, mais ce n'est pas nécessairement moi qui ai le pouvoir de le faire. Pour compléter ma question tout à l'heure, je me demandais, pour terminer aussi sur une note positive, est-ce que vous avez des exemples de réussite ou d'exemples de pratiques novatrices de la part de membres de l'Université de Moncton par rapport à la communauté? Absolument. Il y a de nombreux, mais si on parle au niveau de création d'emplois, là, je ne sais pas si vous n'avez pas ici au Québec, mais ceux qui sont venus en Acadie, PZ Late, Greco, c'est un professeur de l'Université de Moncton qui a créé cette entreprise-là. Une des compagnies, si vous êtes amateur de casino, moi j'ai vu les machines, je n'ai jamais été au casino pour jouer, mais il y avait 2 compagnies, 2 des 3 plus importantes compagnies au monde dans les machines vidéo poker. C'était à Moncton. Et il y en a une de celles-là, c'était Spilo, qui a été achetée. C'est suite à un développement dans un centre de recherche de l'Université de Moncton que la compagnie a été créée. Donc ça, c'est des exemples au niveau emploi. Au niveau social, il y en a une multitude, mais ce n'est pas unique à l'Université de Moncton. À peu près toutes les personnes, moi je dis, comme prof à l'université, on a la plus belle job au monde. On est relativement bien payé. On a des conditions de travail qui nous permettent de faire une multitude de choses et beaucoup de gens
cette multitude de choses-là inclut une contribution communautaire. Chacun selon ses intérêts, mais dans toutes les... Ce n'est pas uniquement les universités, les collèges communautaires chez nous, les établissements d'éducation supérieure, souvent, ces personnes-là font une grande différence dans la communauté. Donc, chez nous, c'est des exemples, mais il n'y a pas assez de temps pour donner toute la liste de tout ce qui a été fait. Pierre-Marcel Desjardins, merci beaucoup de ta conférence et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, hier. Parfait. Merci beaucoup, Marc Rubin. Plaisir.